Ceci étant, je veux revenir là-dessus. La semaine dernière, Richard Ferrand m'avait dit qu'il fallait attendre l'audition du ministre de l'Intérieur, donc c'est demain. Mais il faut que, ce que je souhaite, ce n'est pas une commission d'enquête qui soit attribuée au groupe des Républicains, je demande qu'elle soit prise par le président de l'Assemblée avec tous les groupes. On ne peut pas, sur des événements aussi graves, où il y a eu incontestablement défaillance au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre, laisser passer les choses comme si de rien n'était. Un préfet de police de Paris qui est limogé, 2 hauts fonctionnaires de la police qui sont limogés, tout ça en quelques heures, il y a eu une défaillance au plus haut niveau de l'État. Et il est normal, sereinement, que le Parlement puisse faire son travail de contrôle. S'ajoute à cela une autre dérive, qui est une dérive institutionnelle. Ce qui s'est passé, là aussi, la semaine dernière, sur les suites de l'affaire qu'on appelait l'affaire Benalla, l'attitude du Premier ministre et l'attitude de notre président de l'Assemblée nationale sont, de mon point de vue, extrêmement graves. C'est une vraie dérive institutionnelle. Lorsque le Premier ministre décide de ne pas aller au Sénat, il ne va pas au Sénat en tant qu'ami du président de la République. Il y va parce qu'il est le chef du gouvernement avec un rôle institutionnel, où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et c'est à ce titre-là qu'il s'exprime. Et donc, là, au titre de ces liens, je dirais, soit de collaborateurs, comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, ou de liens d'amitié avec le président de la République, de décider de ne pas y aller, enfin, c'est n'importe quoi. C'est une vraie dérive institutionnelle. De la même façon que le président de notre Assemblée. Lorsque le président de l'Assemblée nationale va devant des élèves de Sciences Po, avec le président du Sénat, il n'y va pas en tant que chef de clan d'En Marche ou d'ami du président de la République. Il y va sur le rôle institutionnel qui est celui de présider l'Assemblée nationale. C'est à ce titre-là. Et donc de réagir en chef de clan ou en copain du président de la République, tout cela n'a aucun sens. Ce sont des dérives qui, accumulées les unes aux autres, on est en voie de caporalisation du Parlement. C'est-à-dire qu'on a déjà étouffé la commission d'enquête Benalla à l'Assemblée. Heureusement que le Sénat a fait le travail, parce que l'Assemblée a été totalement inexistante, l'Assemblée a été humiliée dans cette période. Là, aujourd'hui, il serait normal que l'Assemblée nationale exerce son pouvoir de contrôle de l'action de l'exécutif sur ce qui est une dérive et une défaillance du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur sur l'organisation des forces de sécurité. On ne le fait pas. Qui plus est, je ne vais pas revenir, j'aurai l'occasion sans doute de vous en parler une autre fois, mais on voit bien les dérives dans les commissions parlementaires avec des ministres qui sont de moins en moins présents, qui en font au gré de leur emploi du temps, viennent pas, annulent au dernier moment, ne sont pas disponibles. Il y a une caporalisation de l'Assemblée nationale qui n'est pas acceptable. Et je regrette, moi, que à la fois le Premier ministre et le président de notre Assemblée y aient prêté le flanc en réagissant de la manière dont ils ont réagi. Je souhaitais évoquer tout ça en conférence des présidents. La conférence des présidents a été annulée, c'est pour ça que je n'en fais pas. Voilà. Nous sommes présidents. Nous sommes des présidents. Voilà. En mieux. Le texte santé, quelle est la position du groupe? Contre. Contre. Il y aura peut-être 2 ou 3 abstentions, mais voter contre. Question reproche peut-être? Contre plusieurs raisons. Moi, je l'avais évoqué la semaine dernière, à la fois sur l'hypercentralisation sur les GHT. Il va affaiblir les hôpitaux de proximité, notamment sur la chirurgie ou sur les maternités. Ensuite, sur le numerus clausus, qu'on supprime, mais en réalité, il faudra bien qu'il y ait un processus de sélection d'une manière ou d'une autre. Donc on est dans le flou complet. Et puis, sur cette utilisation des ordonnances, c'est-à-dire c'est du jamais vu. L'esprit de la 5e, de notre Constitution, c'est d'utiliser les ordonnances pour pouvoir agir rapidement lorsqu'il y a une urgence. Là, on dit on vote par ordonnance, vous nous donnez un chèque en blanc
et on verra dans les 18 mois qui viennent comment on va s'organiser. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Mais tout ça continue dans la logique, ce que j'appelais la caporalisation du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement est traité par le plus grand des mépris. Et donc là, un texte qui passe 7 ordonnances, il n'y a aucune urgence, nous dit mais comme ça nous donne du temps pour pouvoir négocier avec les partenaires sociaux. Mais ce n'est pas les partenaires sociaux qui font la loi, c'est le Parlement qui fait la loi. Et donc la bonne logique, c'est d'avoir les consultations, les concertations avec les partenaires, et ensuite de venir devant le Parlement, mais non pas l'inverse. Sur la liberté d'installation des médecins, tout ce qui est mesures incitatives, voire coercitives, il y a eu des initiatives... Oui, le groupe est partagé. C'est un sujet sur lequel on est partagé, mais comme tous les groupes, moi je préfère à chaque fois que l'on peut les voies incitatives sont toujours préférables aux voies coercitives, mais il n'empêche qu'il y a certains secteurs avec des déserts médicaux où on a des collègues qui sont sur des positions plus coercitives, mais bon, ça on l'a toujours eu. C'est un équilibre qui est compliqué à trouver. On peut obtenir, c'est plus sur un plan personnel, mais on l'avait fait à Provins en accueillant des jeunes en interne, en internat sur les dernières années d'internat, et quand vous les avez pendant 2 ans qui font leur internat auprès d'un médecin de ville et qui est également formateur, et bien pendant 2 ans, petit à petit, ils trouvent leur marque, ils trouvent une clientèle, et là on a un médecin qui va s'installer. Donc on peut y arriver aussi par d'autres voies. Mais moi je comprends à certains moments des gens qui disent, bon après tout, pourquoi pas la voie coercitive? Donc on a ce débat comme la plupart des groupes. Est-ce que le gouvernement se prépare bien à l'éventualité d'un Brexit qui arrive de plus en plus mal? Écoutez, moi, là, le sujet, il n'est pas franco-français. En revanche, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, notamment de nos collègues frontaliers, je pense à ceux du Pas-de-Calais, sur le sujet de la pêche, entre autres, qui est gravissime, où les conséquences seront gravissimes pour nos marins-pêcheurs. On a Daniel Fasquelle et Pierre-Henri Dumont qui ne sont pas pêcheurs pour l'éternel. Pêcheurs au touquet. Pêcheurs au touquet. qui ont réagi à juste titre en disant qu'on était dans une certaine forme d'impréparation. Et ce qu'on a demandé d'ailleurs à Mme Loiseau, qui n'a jamais été capable de nous répondre sur ces sujets. Mais je comprends aussi qu'on est dépendant du Parlement britannique, ça n'a échappé à personne. Ceci étant, les conséquences sont très graves dans le secteur industriel, dans le secteur de la pêche, et vraisemblablement dans d'autres que je connais peut-être moins. Et les bonnes nouvelles économiques annoncées ce matin, croissance un peu 1,5, moins de déficit que prévu. J'ai pris sur cette question, j'ai pris un chiffre qui est, on peut prendre plein de chiffres, mais j'en ai un qui est assez intéressant, qui est celui sur les dépenses publiques. J'ai pris les 2 premières années de François Hollande. En 2012, on était, c'est les chiffres INSEE, donc vous les retrouverez, on était à 1185 milliards de dépenses publiques, en 2014, 1226 milliards de dépenses publiques. Donc François Hollande, sur les 2 premières années de son quinquennat, a augmenté de 41 milliards d'euros les dépenses publiques. J'ai pris Emmanuel Macron sur les 2 premières années de son quinquennat, donc on passe de 1262 milliards à 1317 milliards, c'est-à-dire 55 milliards d'augmentation de la dépense publique, ce qui fait ramener en pourcentage une augmentation de 34% des dépenses publiques. Si vous prenez les chiffres du commerce extérieur qui sont assez édifiants, le déficit du commerce extérieur, la dernière année de Hollande, on était à 45 milliards, 44,7 pour être précis. Aujourd'hui, on est à 60 milliards, enfin 59,9. C'est-à-dire qu'on passe de 45 à 60 milliards de déficit de balance commerciale. C'est 15 milliards d'augmentation du déficit de balance commerciale en 2 ans. On explose les dépenses publiques et on a un commerce extérieur qui se dégrade comme jamais. Alors on
peut prendre d'autres. Si vous prenez en même temps les chiffres de l'Allemagne, 330 milliards, je le dis de mémoire, parce que là je ne sais pas sur les notes, mais 330 milliards d'excédents dans la balance commerciale. Ce qui veut dire d'une certaine manière que l'Allemagne crée une France tous les 6 ans. Si vous avez 2000 milliards de PIB, vous multipliez 330 par 6, c'est ça la réalité. Et là, une dégradation de la balance commerciale, c'est la compétitivité de nos entreprises, c'est-à-dire la capacité à aller capter des parts de marché et des parts de croissance à l'extérieur. C'est ça la balance commerciale. Et c'est une dégradation sans précédent depuis les 2 dernières années. Est-ce que vous voulez dire que les dépenses publiques alimentent les achats à l'étranger? Non, mais c'est 2 facteurs. C'est-à-dire, d'un côté, on a des entreprises qui sont plombées par les prélèvements obligatoires, parce que j'aurais pu aussi vous le faire sur les prélèvements obligatoires. Moi, je suis sur les sourcils, donc sur les prélèvements obligatoires, on est passé 2016, on était à 44%, 44,4% du PIB. En 2017, on a à 45,3% et c'est à peu près stable sur les prévisions 2018 parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs. Mais on est sur des prévisions identiques. Donc là aussi, quand on augmente les prélèvements obligatoires, on plombe et le pouvoir d'achat et donc la compétitivité aussi des entreprises qui dégagent moins de résultats, donc qui sont moins compétitives, donc qui approchent moins des parts de marché à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça se traduit par notre déficit sur la balance commerciale. Sur tous les indicateurs économiques, Macron, c'est Hollande Empire. On les prend les uns après les autres, c'est la réalité des chiffres. Alors,